BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. Ce pourrait être l'un des piliers de la reprise économique, l'engagement social et environnemental. Plusieurs entreprises du CAC 40 ont annoncé ces derniers jours leur intention d'inscrire ces objectifs dans leur mission et leurs objectifs. Un virage vert également assumé par le gouvernement qui a présenté hier son plan de relance pour l'industrie automobile, marqué par une hausse des subventions, entre autres pour l'achat de véhicules électriques. Mathieu Orphelin, coprésident du groupe parlementaire Écologie, Démocratie et Solidarité, est en duplex avec nous. Bonjour. Vous avez été élu député en 2017 sous les couleurs de la République en marche. Vous avez quitté le groupe en février en raison des avancées insuffisantes sur les enjeux climatiques, écologiques et sociaux. Et vous avez participé à la création d'un nouveau groupe parlementaire avec une poignée d'élus marcheurs, 9e groupe baptisé donc Écologie, Démocratie et Solidarité. Est-ce que vous pensez également que la thématique environnementale et sociale peut être davantage porteuse après la crise sanitaire qu'on vient de traverser ? Bien sûr qu'il faut que l'écologie et la solidarité soient au cœur du plan de transformation de notre économie. Ce n'est pas une option, c'est la seule solution pour arriver à concilier transformation de l'économie, intérêt de court terme et notamment la préservation de l'emploi, avec tous ces grands enjeux écologiques, climatiques, de lutte contre la perte de biodiversité, d'une solidarité retrouvée. C'est pas une option, ça doit être la clé du plan de transformation français comme du plan de transformation européen. Faut pas qu'on refasse la même erreur qu'en 2008, après la crise de 2008. La France avait été un des pays européens qui avait le moins concentré son plan de relance sur ces enjeux de transition. Moins de 20% des soutiens publics à l'époque avaient été consacrés à la lutte pour le climat, contre beaucoup plus dans d'autres pays comme l'Allemagne par exemple. Donc c'est la seule solution. Nous ne ferons pas de business dans un monde dévasté. Et je crois qu'effectivement c'est de la responsabilité du gouvernement, de l'ensemble des acteurs et en premier lieu des acteurs économiques de mettre concrètement ces enjeux écologiques et sociaux au cœur de la transformation de notre économie. Pas simplement pour faire un greenwashing ou pour donner des bonnes intentions, mais pour changer concrètement notre modèle de développement économique. Pour autant, est-ce que ça peut devenir un moteur de développement économique ? On voit bien la prise de conscience, notamment au niveau de certaines entreprises, mais est-ce que la priorité des entreprises va pas d'abord à la survie, leur propre survie, après la crise qu'on vient de traverser ? Il faut arriver à faire les deux en même temps, c'est-à-dire sauver l'emploi, sauver les savoir-faire à court terme et dans le même temps transformer. C'est pour ça que nous poussons à l'Assemblée nationale avec le groupe Écologie, Solidarité, Démocratie des contreparties fortes et claires au soutien de l'État. L'État va investir là des milliards d'euros dans le plan de sauvegarde et de transformation de l'industrie automobile. Il y a des bonnes mesures, il y en a d'autres qui posent beaucoup plus de questions. Mais maintenant, il faut que chaque soutien public de l'État pour préserver les emplois et les savoir-faire d'aujourd'hui donne lieu à des contreparties de la part notamment des grandes entreprises, comme ça a été fait hier par Renault, sur les batteries électriques, sur un engagement renforcé dans la préservation des emplois, localisation des emplois en France et en Europe. Donc tous ces engagements-là, il faut qu'ils soient très concrets et que chaque soutien public de l'État, il y en a eu des massifs depuis le début de la crise, soit maintenant assorti de conditions de transformation du modèle économique à court et à moyen terme. C'est important. C'est important qu'on sorte du modèle actuel de toujours consommer plus, voir la rentabilité à court terme. Vous parliez tout à l'heure dans votre flash info, annonçant comme une bonne nouvelle les 17% de hausse du cours de Renault ce matin. Ça pose question quand même sur les stratégies des investisseurs. Tant mieux que le cours remonte, mais j'espère que c'est pour montrer le soutien à la transformation du modèle de développement et de la stratégie industrielle de Renault, pour soutenir cette transformation
transition nouvelle que vont adopter, on l'espère, nos constructeurs automobiles. J'espère que les investisseurs arrivent enfin à mieux penser le moyen terme et simplement pas le gain à court terme que leur permet le trading haute fréquence ou des choses comme ça. Voilà, donc il faut qu'on arrive à remettre du sens dans notre économie, à remettre du sens dans notre finance, et ça passe par un nouveau modèle de développement économique beaucoup plus sobre, beaucoup plus sobre. Osons, y compris quand on est à la tête d'une grande entreprise, osons la sobriété. Justement, sur le plan de soutien au secteur automobile, le gouvernement a annoncé des subventions plus élevées pour l'achat de véhicules électriques, mais il a aussi annoncé une ambition assez élevée pour la France en termes de production de véhicules électriques. Ça va dans le sens de votre engagement. Oui, il y a des bonnes mesures dans le plan annoncé hier qui vont clairement dans le bon sens. Effectivement, par exemple, une sorte de super bonus sur l'achat de véhicules électriques, aussi sur les hybrides rechargeables. Donc effectivement, que pour les particuliers, on passe à un bonus de 7 000 € pour l'achat des véhicules électriques. C'est une bonne mesure. Ça va permettre d'être encore plus incitatif pour ceux qui vont acheter un véhicule neuf ou s'y mettre avec des locations longue durée ou autres, vont pouvoir s'orienter plus facilement avec ce coup de pouce vers les véhicules électriques, qui a beaucoup d'avantages, et notamment aussi pour ceux qui habitent en zone rurale. Donc on a des bonnes mesures comme ça, et puis on a des mesures qui posent plus question quand on les regarde du point de vue écologique. La prime à la conversion me paraît trop étendue. Alors on a bien compris que c'était une sorte de prime pour écouler les modèles de surproduction qui ont été en surproduction et qui n'ont pas été vendus au cours du mois et demi précédent. Mais là, ce bonus-là, sur tout un tas de véhicules essence et diesel, on ne peut pas dire que cette mesure soit très lisible du point de vue de la transition écologique. Donc il y a des bonnes choses. Tant mieux qu'on pousse plus les véhicules électriques, hybrides rechargeables, demain l'hydrogène, ça c'est quelque chose d'important. Mais dans les prochains jours, on va continuer à faire des propositions. Par exemple, pour que les véhicules les plus lourds, et notamment les gros SUV, ne puissent pas bénéficier de beaucoup de soutien public. Parce que là aussi, moi j'ai quelques inquiétudes ou interrogations. Quand j'entends le patron de Renault, le patron de PSA dire qu'ils vont miser sur les véhicules sur lesquels aujourd'hui on a le plus de valeur ajoutée, et notamment les énormes véhicules qui parfois font plus de 2 tonnes pour transporter 1 ou 2 personnes en ville, c'est pas ça le modèle de développement auquel on aspire pour demain dans l'industrie automobile. Oui, il y a des véhicules où on sort des énergies fossiles, mais des véhicules les plus légers possibles. On n'a pas besoin d'un véhicule de 2 tonnes pour transporter 1 ou 2 personnes en ville. On a bien compris vos aspirations. Le monde d'après sera plus écolo, selon vous. Est-ce qu'il sera également moins mondialisé, ce monde post-Covid? On a vu une certaine prise de conscience sur des enjeux sociétaux. Vous êtes opposé à la mondialisation. Vous êtes notamment opposé au CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. J'imagine que ça aussi, ça va dans le sens de votre engagement, un monde moins globalisé? Moi, je ne dirais pas que je suis opposé à la mondialisation. Je suis opposé au libre-échange tel qu'il est aujourd'hui porté par un grand nombre de dirigeants internationaux, dont les dirigeants européens. D'ailleurs, la France a été plutôt volontariste en Europe pour essayer de changer et passer d'un modèle de libre-échange aujourd'hui complètement débridé, où on peut notamment, y compris sur les produits agricoles, échanger des produits agroalimentaires et alimentaires d'un bout à l'autre de la planète. On peut faire tout au prix de cette libre circulation. Moi, effectivement, ça, c'est pas mon modèle. Le modèle que je porte, que nous portons avec le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, c'est le modèle d'un juste échange. Effectivement, redonner du sens, mieux réguler ces échanges internationaux, arrêter de signer des accords avec des pays qui ne respectent pas les droits humains ou l'accord de Paris, les engagements pris dans la COP 21 ou des engagements de lutte contre la biodiversité. Arrêter de signer n'importe quel accord, en particulier sur les produits agricoles. Je vous le dis, moi je porte une
pourquoi pas une exception pour les produits agricoles. Est-ce que les produits agricoles doivent être dans les accords de libre-échange? Je suis pas sûr. Je pense même le contraire. Je trouve ça pas normal qu'il n'y ait pas de droit de douane sur de la viande qui provient de l'autre bout du monde, alors que nous avons en France les meilleurs éleveurs du monde et des éleveurs qui, pour certains, n'arrivent pas à trouver la rentabilité économique. Donc je ne suis pas contre la mondialisation, je suis pour refonder complètement la mondialisation et aller vers des accords de juste échange. La crise sanitaire a également retardé en France l'attribution des fréquences pour la 5G. Quel est votre sentiment sur ce dossier? On a souvent opposé écologie et justement un progrès économique. La 5G, si elle est mise en place, les écologistes nous disent que ça présente des dangers pour la santé et pourtant ça permettrait de réduire notre empreinte carbone, par exemple avec moins de voyages. Moi, vous savez, je vois ça d'une façon très concrète. Dans ma circonscription, en Anjou, la moitié des communes aujourd'hui n'ont pas la fibre. Dans la moitié des communes, on a des difficultés à pouvoir passer un appel de son téléphone portable. C'est ça la réalité, moi, aujourd'hui, d'un élu de terrain. C'est l'architecte qui, à 10 km d'Angers, peut pas envoyer ses plans à distance parce qu'il n'a tout simplement pas de réseau ou de fibre. C'est devenu aujourd'hui en Anjou pratiquement un choix important au moment de choisir une maison. Eh bien, c'est de savoir si on peut tout simplement passer un coup de fil avec son téléphone portable dans le jardin ou avoir une connexion Internet suffisante. Voilà, pour moi, c'est ça les questions basiques aujourd'hui. Donc, la question de la 5G n'est pas aujourd'hui pour moi la question prioritaire. C'est pas, encore une fois, une technologie de plus qui va nous sauver immédiatement. Moi, ce que je veux, c'est lutter contre les inégalités et les inégalités d'accès au débit numérique. Voilà ce qui fait ma priorité. Et c'est ça dont les gens me parlent sur le terrain en Anjou. C'est pas pour ou contre la 5G. Merci beaucoup Mathieu Orphelin, coprésident du groupe parlementaire Écologie, Démocratie et Solidarité. Merci d'avoir été en direct avec nous dans l'heure H aujourd'hui sur BFM Business.